Maintenant, passons au troisième pitch, troisième et dernier pitch qui est la construction. Et je vais vous remettre dans le bain avec la problématique qui se pose à ce niveau-là. Donc, nous parlons ici de construction nouvelle et existante, bien sûr. Actuellement, la plupart des bâtiments existants sont consommateurs d'énergie. Chauffage, éclairage, climatisation, etc. Ils contribuent au gaspillage énergétique, mauvaise isolation thermique et inefficience des installations. Une piste est donc la rénovation des bâtiments existants pour réduire les besoins énergétiques, mais les coûts sont importants. On rencontre des difficultés techniques et au niveau des ressources, au niveau de la production, de l'acheminement des matériaux de construction qui consomment aussi de l'énergie. Et alors pour les nouvelles constructions, le but est de les transformer en unités de production d'énergie, en énergie positive donc, et capteurs de CO2 et éco-conception. Alors finalement, on va aussi parler d'urbanisation et de zoning et de leur impact sur la mobilité. Alors Jean-Luc Magérus, le Luxembourg à l'avant-garde en 2017. Toute nouvelle construction de logements au Luxembourg devra remplir les exigences des classes énergétiques AAA. Quels sont les défis pour vous d'une nouvelle construction? J'aimerais peut-être aussi faire une petite remarque pour le début, parce qu'on fait la séparation entre mobilité et construction, et nous, en tant qu'entreprise, on ne voit ça pas directement dans les deux, parce que Luxembourg est aussi un peu un pays, nous, on travaille surtout dans le privé. D'un côté, les communes ou les autorisations nous obligent à faire 2 parkings, et de l'autre côté, on essaie d'inciter les gens à réduire leur mobilité. Et là aussi, il faut un peu voir que les bonnes initiatives de réduction de CO2, pour moi, l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et en incitant d'un côté les gens à faire du parking et en opposition à faire la réduction ou ma maison passive, où je dois encore en plus au rez-de-chaussée souvent intégrer mon garage. Pour nous, c'est souvent difficile. C'est-à-dire, à mon avis, il faudrait vraiment un peu voir la mobilité avec la construction. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Le solaire, la photovoltaïque directement chargée dans ma voiture, avec les chemins, la plupart des gens font les... on est dans un pays, à cause de sa topographie, à cause aussi de la situation comme on y est, le transport individuel, même avec tous les efforts qui sont faits, sera surtout, comme nous, on vient du nord de Luxembourg, restera une réalité. Ça, c'est comme M. Roger l'a dit. Et là, il faudrait, à mon avis, un peu voir dans aussi les réglementations comment combiner les deux. Aussi, pour revenir sur les 800 bornes publiques, juste pour vous dire, on est une entreprise d'une centaine de personnes, on aura 4, et dont une cinquième privée. C'est-à-dire cette somme semble d'un côté grande, de l'autre côté, si on prend un parc d'une entreprise comme la nôtre qui tourne autour de 30 véhicules, c'est pas si énorme. Les 800, c'est un bon début, c'est une bonne incitation. Et pour moi, pour l'instant, c'est surtout un endroit sûr pour trouver un parking. Bon, parlons construction maintenant. Non, mais mais c'est important qu'il n'y a pas de séparation. Pour ce qui est la construction, c'est un grand défi. De l'autre côté, c'est sûrement faisable. Il y a aussi un changement de mentalité de la clientèle qui est d'accord à réduire aussi un peu ses vœux, point de vue espace, parce qu'aussi le prix le réduit. C'est-à-dire le budget reste plus ou moins le même. Du moment que j'ai une augmentation de demande en isolation ou c'est-à-dire je réduis mon espace. Si ma place à bâtir passe un certain cap d'achat, ça me réduit automatiquement mon budget de construction. De l'autre côté, c'est vraiment un défi pour toutes les entreprises dans l'artisanat pour pouvoir réaliser ce qui est demandé. Et il faut... C'est un sujet très complexe qui, comme moi je préfère l'exemple de Naturata, de réduire la technologie, pas que je mets une technologie hyper sophistiquée comme dans ce bâtiment pour réduire l'impact solaire. C'est-à-dire, réfléchissons peut-être à ne pas laisser entrer le soleil au lieu de mettre un mégawatt pour le refroidir. Et là, il faut vraiment aller aussi ensemble avec tous les partenaires dans une
dans une reconcentration sur les capacités qui sont là, dans un artisanat qui se reconcentre sur ses points forts qui étaient toujours là. Pas que je construis des bâtiments et que je peux réfléchir après comment les chauffer, mais c'est vraiment une approche intégrale. Et ça, c'est aussi un peu l'idée qu'on a eue avec notre bâtiment à Hosingen, où c'est aussi un côté économique du moment que j'ai pour 2000 m² de bureau 1000 € de chauffage par an et pas de frais de refroidissement. C'est purement économique. C'est comme M. Roger l'a dit, si j'ai un incentive financier, ça fonctionne. Et bon, tous les subsides avec tous les organismes qui sont là, parfois pour les entreprises, c'est plus transparent. Il y a des subventions prévues par l'État, mais de l'autre côté, il faut 2-3 organismes parallèles pour les expliquer. Alors, il faut aussi peut-être réfléchir sur la structure des subsides. Alors, dans les 2 vidéos, il était aussi question de back to basics, reprendre les matières premières qu'on a. Vous parlez aussi de flexibilité des bâtiments, il faut y penser. La planification, comme vous venez de dire, est très importante. Oui. Pour ne pas que le directeur décide on va faire le bâtiment dans ce sens-là parce que j'aurai le soleil au matin et l'ombre au soir. Donc c'est pas seulement ça, c'est aussi l'intégration du concept économique de l'entreprise dans son développement. Dans les zonings, on a un droit de superficie sur 30 ans et planifier un bâtiment qui comme M. Young l'a dit, planifier un bâtiment qui ne change pas du tout pendant 30 ans, dans une entreprise qui se développe plus vite que les règlements, c'est difficile. C'est-à-dire il faut aussi laisser aux entreprises une certaine liberté d'avoir de la place, qu'ils puissent se développer. De l'autre côté, aussi qu'ils puissent développer des coopérations avec d'autres entreprises dans le bâtiment, des choses qui étaient, il y a 5 ans, pas prévues dans les zonings. C'était une entreprise, un endroit, un terrain, une activité. Bon, dans l'artisanat, souvent, le menuisier a besoin du ferronnier. Pourquoi pas les mettre dans un bâtiment qu'ils se développent ensemble, ou du moment si le menuisier s'agrandit plus vite que l'autre a la possibilité de se déplacer, mais dans les environs. Et ce sont des modèles qui sont nettement plus durables que, vraiment, comme j'ai dit, sur une parcelle, une entreprise. C'était en luxembourgeois parce que la phrase, lors de notre briefing, elle m'a bien plu. « Besser intelligent Energie verschwenden, wenn so do ist, wie sich dumm zu spuren. » Oui, difficilement traductive. Maintenant, c'est une idée qu'on est en train de voir aussi avec l'université de Freiberg. C'est de développer une maison unifamiliale qui a une petite partie du photovoltaïque qui n'est plus mis dans le réseau parce que bon, je suis personnellement pas trop convaincu de subsides et d'autres choses, mais que ma voiture fait partie de ma maison. Du moment que j'ai assez de soleil et si je me déplace en électrique, le soleil était là. Au lieu de réfléchir comment l'utiliser, je l'entrestocke dans ma voiture et je roule quand je veux. Et c'est aussi, comme M. Roger l'a dit, c'est pas mauvais de rouler, de se déplacer. Moi, je suis sûr que, ici dans la salle, le nombre de gens habitant dans une maison passive et ici en voiture électrique. Alors, on va poser la question, qui c'est qui habite dans une maison passive ? Pas tous en même temps, oui, ok. Et qui est-ce qui roule en voiture électrique ? Oui, bon, il y a encore un travail à faire, oui. C'est un peu la philosophie qu'il faut combiner les deux. Voilà. Il n'y a plus de séparation entre mobilité, construction. Ça fait partie de notre vie. Aussi, le monde du travail va se développer, comme vous l'avez dit, avec une partie travaillant à la maison. Bon, dans la construction, c'est difficile, mais on aura de très grands changements dans notre société. Et il faut un peu flexibiliser aussi les modèles. Paul Young, est-ce que vous, au niveau de Ceratisite, vous rejoignez les idées de M. Magérus ? On a discuté aussi dans le cadre du briefing avec M. Magérus une flexibilité de certaines surfaces ou volumes
à l'intérieur d'un secteur font certainement du sens. Et comme ça, une construction qui est censée durer 30, 40, 50 ans dans un zoning, elle doit permettre cette flexibilité. Nous n'avons pas cette flexibilité. Nous avons des investissements lourds en équipement et l'optimisation énergétique nécessite un cadre technique autour de ces installations qui, lui, devient assez rapidement peu flexible. Nous avons fait récemment un investissement dans le 6e arrondissement sur le site des Mamers, donc on s'est encore éloigné des cités de Mamers. Et encore une fois, une entreprise qui affiche de la volonté, qui investit des euros, qui s'entoure d'experts compétents et qui est assez rigoureuse dans l'exécution, peut faire avancer les choses. Donc, les propriétaires de Ceratisite ont demandé à inscrire dans le cahier des charges pour cette 6e extension dans un bâtiment industriel et administratif de 12 000 m², d'inscrire les solutions les plus avancées en matière de développement durable et efficacité énergétique, parce que une fois qu'on a investi, on devient moins flexible. Et pour anticiper, là encore une fois, notre volonté et nos besoins d'amélioration aussi sur les 12-15 années qui vont venir, on doit investir beaucoup au début. Donc, on a réfléchi, là encore une fois, et on revient sur l'exemple précédent, sur la génération de froid et donc les récupérations des calories chaudes d'un côté pour la partie industrielle, mais aussi la ventilation des bureaux, parce que dans ce bâtiment, on a des mètres carrés aussi de bureaux qu'on n'avait pas dans le premier projet. Et là aussi, c'est aussi un aspect philosophique. Les bureaux des propriétaires ne sont pas climatisés. Donc dans tous les espaces administratifs, on ne climatise pas, on fait de la ventilation jusqu'à la température atteigne les 28 degrés aussi dans les bureaux, et après, selon Météo Luxe, on est en situation orange de canicule, on distribue de l'eau, on fait une pause supplémentaire de 5 minutes le matin et de 5 minutes l'après-midi, et on continue, c'est une demi-douzaine. L'année passée, c'était une dizaine de jours où c'était le cas. Cette année, c'était 2 tranches un peu séparées d'un mois. Mais c'est comme ça aussi qu'on dit aux gens, voilà, la météo, on n'arrive pas à la changer, vivant avec la météo. Mais de l'autre côté, encore une fois, dans ce cahier des charges, on avait mis aussi une volonté d'utiliser des matériaux durables. Donc toute la construction porteuse de ce bâtiment est en bois apparent. Donc c'est l'aspect esthétique qu'on a utilisé. On a beaucoup insisté sur l'isolation, sur l'éclairage. On est 100% LED dans ce bâtiment, mais aussi sur l'éclairage naturel. Donc tous les bureaux ont au moins une baie vitrée d'un côté, que ce soit avec une façade vitrée à l'extérieur ou une cour intérieure qui permet d'un côté d'éclairer les bureaux, mais aussi de l'autre avec des solutions. J'ai vu tantôt la société, une société qui commence avec un V et qui termine avec Elux, aussi nous a permis de faire vraiment de rentrer du soleil en production. Okay, donc là, c'est quelque chose. Et là, ce projet-là, on l'a fait avec une entreprise de conseil qui est présente à cette table ronde et qui peut certainement nous éclaircir davantage. Alors justement, André Lavandier, on parle ici d'un immeuble de bureau, donc Nearly Zero Energy Building. La priorité, vous dites, dans la construction des bâtiments, c'est le bien-être des utilisateurs vis-à-vis de l'optimisation des coûts de production. Oui, bon, maintenant je pourrais peut-être encore dire quelques mots. Quel était l'investissement qu'on avait réalisé concernant votre bâtiment? Donc, en 2013, on est rentré en contact pour cette 6e extension de Ceratisite, où dans le cadre d'une planification intégrée architecte-ingénieur avec les responsables de l'entreprise, on a donc fait la conception pour ce bureau où M. Young a déjà décrit certains facteurs essentiels
Et comme M. Eichen l'a dit au début, la première ressource, c'est d'économiser de l'énergie. Donc, on a commencé avec un bâtiment très très bien isolé, avec une très bonne protection solaire aussi, parce que le but c'était de ne pas climatiser. D'une part, donc, réduire les besoins énergétiques en utilisant bien sûr l'éclairage naturel au maximum pour assurer le bien-être des occupants. Là aussi, étant donné qu'une bonne partie du projet, c'était l'extension de la production, dans le rôle de production, et là, tu en avais déjà parlé, le grand défi, c'est de réduire la consommation énergétique pour le refroidissement, pour le process. Donc pour les fours et pour les presses. Et là, nous avons développé un concept permettant un refroidissement pratiquement direct du process avec des taux de refroidissement optimisés et en ce qui concerne la consommation électrique et en ce qui concerne la consommation d'eau. Parce qu'il faut dire, très souvent, il faut de l'eau pour l'évaporation, pour assurer le refroidissement. Et là, je pense que la production fonctionne sans un groupe de production classique. Votre bâtiment, vous avez aussi un laboratoire où là, bien sûr, on a des conditions très, très précises à respecter. Donc, il y a quelques locaux qui sont climatisés. Et là, on a retenu le choix d'une pompe à chaleur qui est utilisé 2 fois, parce que même en période hivernale, il faut quand même un tout petit peu chauffer. Donc la pompe à chaleur alors sert d'un côté à refroidir le locaux où c'est indispensable, d'autre part la chaleur transportée de cette manière-là est utilisée pour le chauffage en période hivernale, sans parler des installations de traitement d'air, les installations de ventilation, où on a recours à une récupération d'énergie très très performante et qui sont aussi optimisées en ce qui concerne la consommation d'électricité pour le transport de l'air, pour résumer cela. Revenant à votre bien-être des utilisateurs, de l'optimisation des coûts de production. Voilà. Très souvent, on parle bien sûr de la fonctionnalité d'un bâtiment, des coûts d'investissement, des coûts d'exploitation, mais quelque chose dont on ne lit pas tellement dans les articles, c'est le bien-être des occupants. Et si on regarde cela, il faut voir que des collaborateurs et collaboratrices qui sont à l'aise, qui sont heureux, en quelque sorte, sont beaucoup moins malades, sont beaucoup moins absents, ont une meilleure productivité. Donc on a tout intérêt à investir, à assurer un endroit où ils peuvent travailler, où le bien-être est assuré. Nous pensons que, aussi dans nos autres projets, que c'est extrêmement important. Et si vous permettez, je décrirai brièvement un projet que nous sommes en train de réaliser pour nous-mêmes, donc un propre bureau, immeuble du bureau pour notre société, où le premier but à atteindre, c'est le bien-être des collaborateurs et collaboratrices au travail. Ça, c'est notre premier but. Et le deuxième but qu'on vise, c'est une efficacité énergétique maximale, donc une très, très petite consommation énergétique, donc un bâtiment AAA et de surcroît un Nearly Zero Energy Building, où le concept, en quelques mots décrit, on aura recours à une vingtaine de forages géothermiques avec une pompe à chaleur qui servira à chauffer ce bâtiment. Il n'y a pas de chaudière et rien d'autre. Et la même pompe à chaleur permettra un léger refroidissement en période estivale avec des dalles activées. Donc c'est un concept très très simple. On parle très souvent de concepts très, très compliqués. Il y a une ventilation purement hygiénique. On a beaucoup soigné la façade, une excellente isolation thermique et un très très bon éclairage naturel, en sorte qu'on aura très très peu besoin d'un éclairage artificiel, qui lui est assuré par des LED hautement efficaces et nécessitant très très peu d'entretien. Le tout est pratiquement garni en toiture par une installation de photovoltaïque qui est susceptible de couvrir la plus grande partie des besoins électriques. Et comme ça, on espère pouvoir donc atteindre nos buts d'une bonne satisfaction des collaborateurs et collaboratrices tout en consommant un minimum d'énergie.
Alors, si je résume déjà un petit peu à ce stade, l'idéal, ce sera, dans le futur, de faire du télétravail dans une maison passive, hein, avant d'arriver à... Le télétravail ne pourra pas résoudre tout. Je pense que là, on est dans la discussion de la communication, et je pense que la communication, il y a beaucoup de moyens qui sont à notre disposition de nos jours, mais à mon avis, à notre avis, avec le télétravail, avec les emails, on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Il faut que de temps à autre, les gens se voient dans les yeux. S'il y a des discussions, s'il y a des divergences, je pense que les emails ne servent pas à ça, mais c'est un moyen qu'on utilise déjà maintenant, où les collaborateurs et collaboratrices ont la possibilité de travailler aussi à partir de leur maison passive ou pas passive. J'espère aussi que d'ici 20 ans, on ne va pas tenir cette conférence en vidéoconférence, que chacun sera à la maison pour suivre les débats. Alors, je salue notre invité d'honneur, Marcel Claesen, qui est avec nous. Il est manager de Innovation Cluster. Un mot peut-être de sa part sur l'éco-conception et l'utilisation de matériaux durables. Merci. Je constate quand même que tout le monde est en train d'apprendre quelque chose ici, parce qu'il y a 10 ans, on n'a jamais fait cette discussion. Maintenant, on parle d'éco-conception. Il y a quelques temps, on a pensé que c'est quelque chose de fou. Mais aujourd'hui, on voit que l'éco-conception, c'est un business case. Ce n'est pas quelque chose juste pour l'environnement, pour avoir un greenwashing, quelque chose qui est correct, mais c'est vraiment une idée derrière qui est le business case. Et ça intéresse les entreprises, ça intéresse aussi tous les entrepreneurs qui sont ici. Là. Je trouve le mot bien-être est très bien dit. Bien-être, ça veut dire quoi dans le monde de l'éco-conception? Si moi je sens bien ici, je dois avoir les matériaux alentour de moi qui sont bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être bien? Ça veut dire qu'à mon avis, il faut avoir des matériaux qui n'ont pas polluants pour nous-mêmes et pas polluants pour après. Alors, éco-conception est l'idée d'utiliser des matériaux qui sont bien dans la phase de fonctionnalité, comme cette table-là, comme ici tout le bâtiment, mais aussi encore après une transformation des matériaux, après une autre fonctionnalité, après d'avoir réutilisé encore les ressources du bâtiment. Et ça, c'est le mot-clé de la demande d'éco-conception. On parle des ressources, on parle d'utilisation efficiente et efficace des ressources pour les réutiliser. Je ne vais pas faire maintenant un exposé d'économie circulaire, le mot est déjà tombé plusieurs fois. Alors, on parle de l'autre sens des valeurs. Si je connais au début mon matériau, et si je connais encore le matériau dès qu'il est en phase d'être utilisé, et si je connais encore mon matériau dès que je n'ai plus besoin de mon matériau dans la construction, ce matériau a quoi? Ce matériau a encore une valeur, de l'argent. Et c'est pourquoi je ne vais pas considérer un matériau que je ne connais pas comme déchet, parce que je vais éliminer les déchets sont quelque chose que je ne veux pas, mais dès que je connais les composants de mon matériau, ça a une valeur. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi, juste pour résumer, éco-conception, c'est à la base l'idée de donner des valeurs dans les matériaux avec leur fonctionnalité, pas sur une seule fonctionnalité, mais plusieurs fois. Et ça, c'est l'idée de l'éco-conception. Et l'économie circulaire, qui est quand même un focus dans mon cluster, sert à stimuler les entrepreneurs, les projets phares, de réfléchir de cette idée-là, et ensemble avec le ministère de l'économie et aussi le ministère du développement durable, dans le cluster, nous sommes en train de stimuler, d'aider les entrepreneurs de se lancer de cette idée-là, et un programme de Lux Innovation est dans ce cadre Fit for Circularity. Si jamais vous avez encore d'autres questions, je suis encore là. Je crois que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Pour vous dire, c'était très rafraîchissant. Merci beaucoup. Alors, je vais encore passer la parole à Thomas Eschen pour qu'il nous parle un petit peu du financement de cette transition, qui n'est pas négligeable quand même. Après tout ce qui a été dit, il m'est rendu difficile de me focaliser sur que la question de... si c'est ma dernière intervention, oui, et je ne sais pas, oui, parce qu'on est j'aimerais peut-être me concentrer pas sur ça, et je vais être court, j'espère. Très bien. Donc, d'une part, je trouve cette discussion très intéressante. Deux, ça montre la complexité et les attentes que les gens ont au construit, à ce qu'ils construisent.
on parle de mariage, de mobilité et construction, on parle de matériaux qui ont une valeur, on parle de peu de techniques et de bâtiments plus simples, on parle de bien-être et est-ce qu'on peut supporter un bâtiment qui n'est pas refroidi ou non. On parle de tous ces aspects. Et si moi, au niveau du Conseil pour la construction durable qu'on a mis en place ensemble avec CEDEC dans le temps, pourquoi on fait ça? Et je crois que la réponse vous est donnée ici. Quand on a commencé à faire des bâtiments énergétiquement efficaces, on n'a pas eu d'instrument de mesure pour dire ce qui c'est un bâtiment à basse consommation d'énergie. Alors on a introduit un certificat de performance énergétique. On peut l'aimer ou on ne peut pas l'aimer, mais c'était un instrument de mesure. Maintenant on sait un A c'est mieux qu'un B, qu'un C, qu'un D. On l'aime ou on ne l'aime pas, peu importe, mais c'est un instrument de mesure. Et de plus en plus, quand on est venu chez le A, il y a des gens qui sont venus et qui ont dit, j'aimerais le résumer, cette approche est pour les talibans de l'énergie, mais elle n'est pas holistique. Donc, vous êtes les fétichistes de l'énergie, vous ne faites que ça, et vous ignorez le bien-être, vous ignorez ce que vous collez à la façade, vous ignorez la déconstruction, vous faites des trucs trop complexes, et je vous rejoins. Donc, tout un tas, et on entend beaucoup, et il y a lieu de mettre ça ensemble maintenant. Il faut maintenant nous donner des instruments de mesure, et dans certains processus, au cours de cette année, on a beaucoup appris et j'aimerais clôturer peut-être avec ça et vous inviter à vous engager dans ces discussions. Pour nous, la holisticisation, si je puis employer ce terme, du construit et le mariage avec la mobilité est un chemin qui va venir de toute façon et il faut l'aborder maintenant. Il faut ensemble trouver des instruments de mesure pour 5 piliers. 1. Énergie, on en a, l'instrument de mesure. 2. La durabilité des matériaux y inclut l'économie circulaire. 3. La rifkinisation ou la smartisation, c'est-à-dire quand on parle de prosumor, il faut avoir un instrument de mesure pour être smart. Et ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, cette année aussi, c'est le bien-être, le social. Il ne faut pas oublier, peut-être c'est ce que nous, ingénieurs, et j'en suis un, ont appris, il faut d'abord construire un truc qui plaît. Et il faut avoir la qualité de vie. Et par après, il faut économiser l'énergie, il faut avoir des matériaux verts, il faut avoir la simplicité. Travaillons sur ces instruments de mesure. C'est ça la raison d'être pour le Conseil national pour la construction durable. Et mon souhait, ce serait d'avoir des instruments qui plaisent au secteur. Et je vois le secteur de la construction là, qui est tout à fait bien représenté. Trouvons ces instruments qui vous amènent quelque chose et qui donnent vraiment un nouveau défi pour les secteurs et qui rendent nos secteurs et nos industries plus compétitifs que les autres. Ça serait mon souhait du point de vue du ministère de l'économie. Et ça, c'est tout. Alors, si le président du Conseil national pour la construction durable ne parle pas de subventions, de fiscalité, d'aide financière, de prime house, etc., j'espère quand même qu'il y aura assez d'argent pour financer cette transition.